Bien, on rentre dans le vif du sujet. Donc, vous avez la thématique juste au-dessus. Oui, mais non. Mais la fertilisation associée, une solution pour répondre aux enjeux des agriculteurs, point d'interrogation. Donc, nous verrons si vous avez bien compris, mieux compris cette démarche, qui est nouvelle, je crois, par l'UNIFA notamment. Et Delphine nous en dira plus tout à l'heure. Mais avant de rentrer dans ce nouveau concept, dans ce concept de fertilisation associée, je pense qu'il est intéressant de replacer l'enjeu de la fertilisation pour l'agriculteur. On en a 3 autour de la table, des ambassadeurs. Donc, je vais demander à François, qui est un céréalier, il l'a dit lui-même en Vendée un petit peu. L'année dernière, on avait déjà évoqué ce thème-là. Il y avait la notion de prix qui était bien sûr très sensible avec la guerre qui était présente, mais qui l'est encore, mais je pense que les choses se sont un petit peu tassées. Il y a aussi, puisque la fertilisation, c'est une pression environnementale très forte par rapport à l'enjeu que ça représente sur la transition agricole et la transition énergétique. Donc il y a à la fois ces deux concepts et ces deux variantes qu'il va falloir expliquer au travers de la fertilisation associée. Mais dans un premier temps, François, tu peux nous dire ce que représente aujourd'hui la fertilisation dans ton exploitation, le lien que tu entretiens avec ça, comment tu le gères, comment tu fais avec les soubresauts économiques du prix et aussi les injonctions environnementales qu'on reçoit. Voilà. Vaste débat. Vous avez 2 minutes. Bon, très bien. Non, ce qui est important, effectivement, c'est que c'est un poste important, l'engrais, sur l'ensemble des cultures. Et puis, ça fait longtemps, en fait, que... Alors, justement, ça a été accéléré par les soubresauts. Ce poste d'intrant est très important. Et donc, ça nous a rappelé, si besoin était, qu'on devait absolument raisonner au mieux ces apports d'engrais, cette fertilisation. Alors, sur l'exploitation, ça fait déjà longtemps que, notamment en céréales, où on a tout ce qui est modulation intraparcellaire, parce que mettre la bonne dose au bon endroit, c'est évident que c'est vers ça qu'il faut que l'on tende. Et aujourd'hui, tous mes apports d'engrais sur céréales sont modulés par les images satellites notamment, et puis aussi par tout ce qui est donc les avancées au niveau du matériel. Ça n'a pas toujours été facile au départ que les interfaces se connectent bien. Et puis maintenant, c'est vraiment très opérationnel. Donc ça, c'est déjà un point important, qu'on a des outils à notre disposition pour mesurer ce dont il faut mettre, mais aussi que ce soit réalisable. Donc ça, c'est aujourd'hui pratique courante, je dirais, maintenant. On peut encore améliorer. Et ce que j'attends surtout maintenant, quand on veut regarder devant, c'est de continuer, évidemment, mais c'est encore de mieux ressentir le besoin des plantes. Parce que c'est là où on peut encore affiner tout ce qui se passe. À chaque moment, moi je rêve vraiment d'avoir une plante qui en instantané et régulièrement me dise voilà ce dont j'ai besoin, quoi. Donc la biberonner encore un peu plus, vraiment lui apporter la bonne dose au bon moment, au bon endroit. Maintenant ça va, on a beaucoup progressé, enfin ça va, on peut faire mieux, mais on a beaucoup progressé. Par contre, vraiment de ressentir le besoin et de capter, de mesurer le besoin en instantané, en réel de la plante, ça c'est vraiment des pistes qu'il faut qu'on travaille et je crois qu'on va en reparler. Donc il y a le côté innovation, on y reviendra, avec le machinisme, avec le côté scientifique. Ça, de toute façon, dans le but de la table, c'est de développer toutes ces parties-là. Alors, je reviens donc à notre thématique, la fertilisation associée. Donc on a la chance d'avoir la présidente de l'UNIFA, Delphine. Donc quelle est un peu la stratégie de l'UNIFA derrière ce concept? Est-ce qu'il est nouveau? Est-ce qu'on veut un peu casser les codes, casser les silos, justement parce que la fertilisation est très challengée? Est-ce qu'il y a une nouvelle stratégie pour l'UNIFA? Et à terme, je crois que tu as ton AG au mois de juin, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus précis, écrit, à proposer à ton Assemblée générale. Exactement. Donc l'UNIFA regroupe l'ensemble des acteurs et nous avons Walid Saadé qui représente un de ces 36 acteurs membres de notre fédération. On a un maillage complet du territoire. Pourquoi? Parce que justement, comme le disait très justement François, on a besoin d'être au plus près des enjeux de nos agriculteurs, nos clients. Nous devons répondre à leurs besoins. Et aujourd'hui, donc, on est vers le mieux d'engrais, moins mais mieux d'engrais, et surtout
avec un degré de précision qui nous permette de réduire les pertes et que chaque nutriment aille bien à chaque plante. Et à cette diversité d'agriculture, l'UNIFA a décidé de mettre en place une approche qui existait. Hein. Ce n'est pas une nouvelle approche. D'ailleurs, je laisserai Wadi en parler, mais cette approche de la fertilisation associée, on s'est dit comment additionner les synergies, comment faire en sorte que les engrais organiques, les engrais minéraux, les amendements, les biostimulants, les engrais composés, toutes ces solutions qui sont aujourd'hui proposées par nos acteurs puissent permettre aux agriculteurs d'additionner les synergies et faire en sorte que, oui, la plante nous communique plus, mais alors elle doit communiquer avec son agriculteur. Donc on parlera de l'intelligence artificielle avec Laurent, mais surtout, comment elle interagit plus avec les acteurs du sol. Nous sommes des acteurs de la santé du sol également, parce qu'une plante est en communication permanente avec les micro-organismes du sol. Et les travaux aujourd'hui sur lesquels nous aimerions une forte mobilisation de l'INRAE consistent justement à améliorer ces signaux, ces connaissances. Quels sont les signaux que nos plantes cultivées envoient aux organismes vivants du sol qui, eux, permettent à la plante d'accéder à la meilleure forme de nutriments. C'est un peu, on va reparler de ce sujet du microbiote. Et donc l'UNIFA travaille actuellement à une feuille de route qui va être partagée avec l'ensemble des organisations agricoles, de manière à pouvoir essayer d'accélérer ces démarches de l'addition des synergies, comment améliorer, additionner les vertus des engrais et démultiplier leur potentiel. C'est ça vraiment l'ambition de l'UNIFA qui sera présentée à notre Assemblée Générale le 12 juin. Vous êtes tous invités, bien évidemment. Très bien, on y voit un petit peu plus clair, mais il y a encore quand même des zones un peu sombres. Voilà. Et donc, avec Walid Saadé, qui est président de Compo Expert France, je crois que c'est toi qui as eu un petit peu cette idée et le terme aussi, mais je crois qu'il n'est pas encore définitif, donc qui est à l'origine de cette notion. Donc, est-ce que tu peux aller plus loin sur voilà, quel est le but recherché, au-delà de ce qui a déjà été dit dans la stratégie, mais ça va se concrétiser comment, et de façon à ce que les agriculteurs puissent réagir en disant « ça m'intéresse » ou « pas du tout, vous êtes à côté de la plaque ». Très bien, merci beaucoup. Donc, j'aimerais rajouter par rapport à Delphine que l'UNIFA s'est intéressé depuis très longtemps à l'efficience des matières fertilisantes. Donc, dans les années 70, 80, 90, dans nos entreprises, on fleurit un certain nombre de technologies dites retard, c'est-à-dire qui permettent une libération progressive des engrais dans le sol. Ensuite, dans les fins des années 90, début des années 2000, nous avons embauché un certain nombre d'universitaires, des jeunes universitaires, qui ont travaillé sur le monde du vivant, sur les bacillus, sur des micro-organismes, sur des micro-algues, sur des extraits d'algues. Et ces gens-là nous ont apporté un savoir-faire nouveau, avec ce qu'on a appelé plus tardivement, donc 10 ans ou 15 ans après, les biostimulants. Et donc on a pensé naturellement, à un moment, comme ce ne sont pas des technologies de rupture, donc qui apportent beaucoup, mais qui ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour remplacer la fertilisation organique ou minérale qui existait déjà. On a pensé à les associer ensemble pour avoir des synergies, justement comme le disait Delphine. On pensait que ça pouvait apporter des synergies, effectivement ça apporte beaucoup de synergies. Donc je vous donne un exemple de certains bacillus vont faire un peu ils vont s'installer autour des racines, ça va être un peu la fête des voisins. Donc la plante va excréter du tryptophane, qui est un précurseur par exemple d'une hormone qui s'appelle les auxines. Ça va être absorbé par le micro-organisme qui va libérer de l'auxine à proximité de la racine va l'absorber et la plante va développer son système racinaire pour mieux explorer les différents profils du sol. Et donc, si on l'apporte avec les fertilisants, ben, ça aide la plante à mieux absorber les fertilisants, éviter les pertes dans l'environnement. Donc, c'était l'idée de départ de cette fertilisation associée. Et dans le cadre de l'UNIFA, on a été un peu plus loin, c'est-à-dire associons tous ensemble nos savoir-faire pour avoir de la synergie, parce que le temps presse un peu. En fait, les défis auxquels sont confrontés les agriculteurs, les filières agricoles sont importants. D'un côté, on parle de souveraineté et de sécurité alimentaire. De l'autre, nous avons des pressions politiques. Ensuite, on a des tendances sociétales pour produire de façon encore plus responsable. Et dernièrement, on a
un phénomène de changement climatique avec des mouvements brutaux, des pics brutaux, soit d'eau, soit de sécheresse, soit de température. Et donc ce sont des défis importants qui bouleversent un tout petit peu notre savoir-faire. Et en même temps, il va falloir produire en quantité suffisante pour nourrir les populations européennes, avec une grande qualité, tout en ayant pour un agriculteur et la filière agricole des revenus décents. Donc on s'était dit, associons tous ensemble nos savoir-faire, allons au-delà d'un fertilisant plus une bactérie, bien entendu, pour que, à la fois dans l'association des fertilisants, dans les technologies fertilisantes, dans les itinéraires culturaux, dans l'approche, on ait quelque chose de différent qui fasse de sorte à ce qu'on puisse affronter ces nouvelles contraintes auxquelles nous sommes confrontés. Voilà. Très bien, donc la complémentarité, de toute façon, dont tu parles, elle est représentative autour de la table. Alors, la fête des voisins, Christian, on a un éminent représentant de l'INRA. Je pense que tu seras d'accord que ça parle à ce que vous recherchez depuis un certain temps, c'est-à-dire associer, mettre en mouvement, casser un petit peu les silos, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc, quand on a préparé cette table, tu as même parlé de nutrition augmentée. Comment tu réagis et quelle va être la contribution? Qu'est-ce que peut apporter l'INRA en plus par rapport à cette démarche qui, je pense, te parle directement? Alors, la fête des voisins, en fait, c'est une belle image. En fait, c'est comme les voisins, il y a des voisins qu'on aime bien et des voisins qu'on aime moins bien. Voilà, donc, parce qu'il y a une communauté autour. Et en fait, on a tous dans l'assiette, là, une illustration de la fête des voisins. C'est la truffe, hein. La truffe, il ne faut pas oublier que c'est un micro-organisme du sol qui, à un moment donné, tuber melanosporum, qui crée en fait un organe particulier avec une plante qui accepte ou qui n'accepte pas de l'héberger. Quand la plante n'accepte pas de l'héberger, il n'y a rien. Quand elle accepte, il y a une truffe mangeable. Et ça donne ça. Donc c'est la fête des voisins. Et en fait, si vous avez déjà visité une truffière, vous voyez en fait à quel point l'arbre a du mal à supporter ça. Et la question qu'on a autour de la fertilisation, là, c'est en fait, est-ce qu'on arrive à créer des configurations qui vont rendre service à la plante sans avoir un impact non soutenable sur le milieu? En fait, on est au tout début d'une révolution sur ce secteur-là, parce qu'en fait, il y a eu quelque chose qui a changé la façon dont on comprend le monde, c'est la découverte du microbiote du sol. François disait tout à l'heure, on optimise beaucoup, mais en fait, on optimise encore en utilisant les règles d'hier. On ne sait pas. On n'a pas pris en compte dans toutes les discussions qu'on a. Il n'y a aucun outil d'aide à la décision, par exemple, qui intègre le fait qu'il y a un microbiote dans le sol. Ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce que ça joue, cette histoire-là? Alors, avant de revenir à ce que ça joue, juste situer un peu l'ampleur de la tâche que l'on a. Vous connaissez tous les frontières planétaires, les limites planétaires, qui ont été définies par Rockström en 2009. Et en fait, la première limite planétaire qui a été dépassée, c'est celle de l'azote. C'est-à-dire on a rejeté dans le milieu plus d'azote que ce que le milieu peut encaisser. Pour vous donner l'ampleur du désastre, et quand je dis désastre, c'est désastre à beaucoup de titres différents. L'ampleur du désastre, c'est que à l'échelle mondiale, si vous prenez toutes les terres agricoles cultivées ou de prairies, les sols sont capables d'encaisser 15 kg d'azote excédentaire par an. À l'échelle, on est à combien? On est à 48 à l'échelle mondiale. On est 3 fois au-delà des limites planétaires. Et en fait, cette question-là, elle a 2 incidences. Le premier, c'est qu'il y a des agriculteurs qui payent pour acheter de l'engrais et pour que ça se retrouve après à la baille, quoi. Donc ça montre que les agriculteurs sont riches. Non, ça c'est une plaisanterie. Mais ça montre qu'on met de l'argent là où on ne devrait pas en mettre. Et non, François, non. Mais, donc voilà, donc il y a un coût d'entrée, et puis après il y a un coût de dépollution. Parce qu'en fait, là, il y a la mairie de Paris à côté, là. La question de la qualité de l'eau pour alimenter Paris se pose vraiment. Et donc en fait, on paye 2 fois. Donc comment on arrive à penser ça? Donc il faut réussir à imaginer des transitions autour de ça. Ça passera par une fertilisation. Mais globalement, la fertilisation minérale, c'est le dernier bout de l'histoire. Les 2 bouts de l'histoire qu'il y a devant, c'est est-ce que je suis en mesure d'utiliser le microbiote du sol pour rendre des services, sachant que le microbiote, avant de fertiliser, ce qui suppose que je le connaisse. Et donc, tu demandais, Delphine, que fait INRAE? Des fois, on se demande. Mais sur la question du sol, on a été longtemps, très très loin devant les autres. On a été les premiers à faire des analyses de présence microbienne dans les sols. C'est l'équipe de Lionel Rangard à Dijon qui, au début,
Alors qu'on n'avait pas les moyens de savoir ce qu'était ce bazar, on mesurait les quantités d'ADN microbien, d'ADN bactérien du sol. C'est la première fois qu'on a regardé ça pour montrer qu'il y a des sols qui étaient très pauvres, les sols viticoles par exemple, et des sols qui étaient beaucoup plus riches, les sols de prairie. Et maintenant, on est capable de récupérer beaucoup plus d'ADN microbien et de connaître les fonctions. Donc ça, c'est le premier point. Et les fonctions qu'il y aura chez Claude ne seront pas les mêmes que les fonctions chez Claude. François et Claude, vous n'aurez pas le même truc. Et donc, comment on va adapter ça dans la discussion? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qu'on fait des effluents? C'est ça. Les effluents d'élevage ou les effluents urbains, c'est des volumes considérables. À l'échelle européenne, sauf erreur de ma part, c'est 33 millions de tonnes d'éléments fertilisants qui sortent soit des villes, soit des exploitations agricoles, sur lesquelles aujourd'hui on n'utilise que 5. Donc c'est 5 sur 33 qui sont utilisés. Le reste se trouve à la baille. Donc comment on va utiliser ça? Et ça, c'est un défi organisationnel gigantesque. Aujourd'hui, on regarde beaucoup ça autour des méthaniseurs. Mais en fait, pourquoi on s'intéresse à ça sur les méthaniseurs? C'est parce que c'est des gros volumes, en fait. Ça répond à des formes d'économie d'échelle. En fait, comment on fait pour que toutes les exploitations d'élevage se retrouvent... Claude Danjura, comment on fait ça? Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est en fait les éléments minéraux qui viennent en complément de ça. Et sachant que ça ne va pas être une addition. Ça va être en fait des logiques d'interaction. Et là, tout est à découvrir, en fait. Et en fait, quand on dit ça, je trouve que c'est une super façon d'illustrer qu'il faut sortir de la logique d'opposition de la production et de l'impact sur l'environnement. Parce qu'en fait, là, on va avoir, par l'innovation, par la connaissance d'abord et l'innovation, la possibilité de combiner quelque chose qui va rendre un service à la production et qui va rendre un service à la dimension environnementale, à la fois sur la qualité de l'eau, sur les émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre liées au protoxyde d'azote, c'est 40% des émissions d'origine agricole. Et on crée une voie totalement différente. Donc on sort enfin de cette opposition totalement stérile. Et donc INRAE jouera la totalité de ses responsabilités, puisque c'est ça ta question, Gilles. Très bien. On a effectivement un éleveur autour de la table. Ses besoins, ça a été dit, sont différents. Donc on va demander à Claude Petit-Guyot, qui s'est présenté tout à l'heure, qui est éleveur d'excellents charolais dans le Jura. Justement, quels sont, toi, tes besoins, tes attentes par rapport à ta production finale, qui est un produit de qualité, on l'a encore vu une fois hier, et surtout le lien que ça fait entre la fertilisation et au bout, le produit que tu vends, que tu commercialises, et sur lequel les gens ont une attente très particulière. Oui, donc simplement, je voulais répondre aussi à une question. C'est vrai qu'il commence à y avoir beaucoup de fumier, puis qu'on essaye d'y mettre dans les méthaniseurs ou quoi que ce soit. Mais en ce moment, là, dans le Jura et le Doubs, il y a un système qui s'est mis en place, c'est un échange paille-fumier. C'est-à-dire les agriculteurs qui n'ont pas de fumier envoient la paille chez les éleveurs et ils récupèrent le fumier en contrepartie. Donc c'est déjà une chose. Oui. Sinon, de mon côté, comme vous pouvez voir, j'ai des charolais avec des mères avec leurs petits veaux. Vous avez les... Voilà. Et en race à viande pour booster justement les petits veaux au démarrage pour qu'ils puissent avoir le maximum d'énergie pour pouvoir se développer. On leur donne du sélénium. Et là, dernièrement, j'ai découvert qu'il y avait un engrais à base d'azote, soufre et sélénium, justement pour enrichir l'herbe, pour que quand la vache broute, et puis pendant ces 9 mois de gestation, qu'il y ait un échange entre le fœtus et la vache, pour pouvoir nourrir le petit veau à base le futur petit veau à base de sélénium, ce qui éviterait justement un complément quand il naît à la naissance. C'est quelque chose que nous, éleveurs, on attendait. C'était quelque chose qui a été mis en place et qui est très enrichissant. Et sur tes cultures, les autres cultures, après les autres cultures, c'est vrai que je travaille d'abord avec le fumier de mes bovins. Et sinon, je complémente tout ce qui est en engrais, à base d'azote, phosphore, potasse. Et donc voilà, c'est le phosphore, potasse et puis du soufre aussi, il ne faut pas oublier. Et là-dessus, on s'est aperçu que les cultures comme l'herbe fait partie des cultures, a besoin de soufre aussi. D'accord, très bien. On va continuer le tour de table justement sur le rôle de la distribution avec le président Antoine Pissier, président de FNA. Tu nous rediras ce qu'est le négoce agricole.
Et justement, par rapport à les idées qui ont été évoquées, comment le négoce réagit? Est-ce que ça va changer quelque chose sur le conseil? Est-ce que les préoccupations que tu as déjà sur les phytos aussi et la globalisation du conseil, est-ce que là, ça va se poser aussi par rapport à cette nouvelle approche du conseil à l'agriculteur? Alors, le négoce agricole, on représente la distribution qui est à la fois avant l'acte de production auprès des agriculteurs. Donc on fournit ce qu'on appelle les intrants, donc les semences, les engrais, les produits de protection des plantes, les OAD, les analyses de sol, donc tout ce qui va servir aux agriculteurs pour produire. Et ensuite, une fois que la production est faite, sur la partie des grandes cultures, nous assurons la collecte et la commercialisation du blé dur, du blé améliorant, des pois, etc. pour les stocker, les mettre aux normes et ensuite les vendre aux industriels de première transformation. Entendez par là les meuniers, les semouliers, les fabricants d'aliments du bétail, par exemple, et l'export aussi. Et ce qui fait que quand on parle du lien entre la fertilisation et ce qui se passe après pour les animaux, mais on a la même chose au niveau des céréales, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de dire je vais mettre de l'engrais et puis voilà, on a mis de l'engrais, mais en fait on va nourrir une plante par rapport à un besoin particulier et un blé améliorant ne va pas avoir les mêmes besoins qu'un pois protéagineux, qu'une lentille ou qu'un colza. Donc on a vraiment cette notion d'adapter la nutrition de la plante en fonction du besoin du consommateur au final. Et si je reprends sur la partie fertilisation à proprement parler, on a vraiment 3 enjeux majeurs. Le premier, c'est qu'en fait, on s'adresse au sol, qui est le terrain de jeu en fait, des plantes, parce que tout se passe dedans. Christian parlait de microbiote, c'est la fête des voisins, c'est un petit peu la fête d'une manière générale, mais à condition que l'environnement soit bon. Donc c'est un petit peu la même chose pour la température dans une pièce. Il faut que la température soit bonne dans le sol pour que les bactéries, pour que tout se fonctionne bien. Ensuite, on va s'intéresser à la plante qui va avoir des besoins différents selon sa destination et selon qu'elle est capable, par exemple, d'utiliser de l'azote de l'air ou pas. Et ensuite, on va pouvoir s'intéresser à l'engrais, à la forme d'engrais, à des associations particulières, à utiliser des biostimulants pour développer le système racinaire ou avoir tel ou tel type d'engrais en fonction des besoins. Et le rôle de la distribution, c'est d'accompagner l'agriculteur, d'être cette courroie de transmission entre les industriels qui vont produire par exemple des engrais et les agriculteurs qui vont les utiliser avec toujours l'objectif d'avoir un produit qui soit conforme à ce que le consommateur attend in fine. Et Gilles, tu parlais du conseil. Notre rôle effectivement, d'une manière générale, c'est d'apporter l'ensemble du conseil auprès de l'agriculteur. On a beaucoup parlé de conseil et notamment de conseil phyto. Notre rôle, encore une fois, c'est d'apporter le conseil dans sa globalité et de ne pas stigmatiser un produit ou une famille de produits, mais qu'on ait vraiment l'accès à l'ensemble des solutions parce que à la fin, on a plusieurs solutions ou beaucoup de solutions qui sont à la disposition des agriculteurs pour ensuite produire d'une manière durable, parce qu'il faut aussi penser à l'environnement, bien évidemment, mais il faut aussi penser à 2 autres sujets. Le premier, c'est que le produit corresponde à ce que le consommateur attend. Et le point aujourd'hui le plus important, et Dieu sait qu'on en a parlé hier, c'est la notion de compétitivité. Et que si, in fine, l'agriculteur ne gagne pas un rond, eh bien, dans ce cas-là, on a tout perdu. Très bien. Alors, on a un céréalier, un éleveur, et on a un multiplicateur. Avant je vais demander à Basile un petit peu justement sur cette besoin de finesse qui a été abordé progressivement. Est-ce que toi, tu as encore des besoins qui sont encore plus fins par rapport à ta production, qui est une production de semences? Je ne sais pas si c'est plus fin ou moins fin, mais on peut vraiment montrer qu'il y a des grosses différences entre les productions. Nous, on est on est dans une région qui fait beaucoup de pommes de terre, d'oignons, de betteraves. Donc tout ce qui est, il faut de l'azote, mais tout ce qui est phosphore, potasse,
on a des demandes énormes de la part du sol. Et voilà, outre le fait d'amener, si on amène de l'azote et qu'on n'amène pas les autres éléments, il y a toujours quelque chose qui bloquera. Donc voilà, et on est aussi dans des sols avec des pH à 7 ou 8. Et donc, il faut faire attention aussi de ne pas bloquer l'engrais tout de suite. Voilà, si on en amène de trop, tout repart dans les nappes. Et on a la chance d'avoir un grand sous-sol et une grande nappe phréatique, mais qui n'est pas très loin. Donc on peut très vite retrouver ce que l'on met en trop et ce qui va ne pas me permettre de changer de voiture. Donc voilà, autant en mettre le mieux au meilleur endroit et au bon moment. Très bien. Alors avant de venir au maïs, juste après, il y a un acteur qui est incontournable dans l'association, c'est le machinisme, à qui on a reproché souvent longtemps de rester un peu sur son quant à soi, cher Laurent. Donc là, j'attaque très fort mais c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, vous vous adaptez, il y a un travail d'association avec l'UNIFA en l'occurrence, mais avec les acteurs qui représentent aussi les phytos d'une façon générale. Donc comment vous intégrez notamment en termes d'innovation, et on pense bien sûr au rôle de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on a des progrès devant nous qui vont être énormes, ou est-ce qu'on est aussi, comme le disait Christian tout à l'heure, dans un petit peu beaucoup d'inconnus? Alors, on est en particulier sur le microbiote dans beaucoup d'inconnus. Cela étant, dans la fête des voisins, il y a le poids lourd. Et l'Axema, qu'est-ce que c'est d'abord, pardon? Alors, Axema, c'est l'association qui représente l'ensemble des fournisseurs, importateurs et fabricants de matériel agricole, bien évidemment, dont les distributeurs de fertilisants. C'est un sujet qui est cher à Christian. D'abord, nos machines sont lourdes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, avant même d'avoir répandu le moindre granulé, on commence joyeusement par écraser le microbiote, lui mettre quelques tonnes sur la figure et bien le tasser pour qu'il puisse mieux vivre. Une fois qu'on a dit ça... Ça, c'est du plus, déjà. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer les capacités de la technologie actuelle, où on est capable de contrôler les largeurs d'épandage, on est capable de faire de la pesée dynamique, on est capable de faire de la modulation de dose par cartographie, mais ça n'est qu'une partie du chemin. Alors, l'intelligence artificielle qui se développe aujourd'hui dans la reconnaissance visuelle, et en particulier pour la pulvérisation, mais pas que, aussi pour le tri optique, pour un certain nombre de technologies, pourra se développer demain dans la détection, soit des maladies, soit dans la détection de différences de croissance et donc des manques. C'est pas pour autant que ça donnera la solution toute cuite à l'agriculteur. Et donc, il y aura une interface à bâtir entre le diagnostic et la correction, juste parler de correction, et la correction qui aura lieu. Alors, aujourd'hui, par exemple, dans la cartographie, on a des cartographies qui peuvent arriver tous les 2-3 jours. Il y a des microsatellites qui sont en train de se lancer, qui pourront donner de l'information toutes les 45 minutes. Donc, on arrivera à une précision temporelle et une précision au niveau du sol plus grande. Mais encore une fois, toutes ces technologies qui existent, elles existent en faible partie. Si je prends le réglage en largeur, il est diffusé entre 60 et 70%. Tout le monde ne l'a pas. Si on prend la pesée dynamique, aujourd'hui, dans les nouvelles machines, 80-90% est demandé. Mais il faut distinguer entre ce qui se vend et le parc. Et puis le dernier point, qui est la modulation de dose. La modulation de dose, aujourd'hui, elle est diffusée entre 10 et 20%. Et donc, quand on voit les chiffres que citait Christian tout à l'heure, il y a plusieurs types de trajectoires. Il y a une trajectoire d'innovation où là, il faut s'asseoir à la table avec les personnes qui recherchent, parce que on n'arrivera pas complètement au bout tant qu'on n'aura pas des capteurs dynamiques. On ne peut pas se permettre à un moment donné de faire une analyse de sol, je fais un carottage, j'attends une semaine qu'on me la rende, et puis entre-temps, je calcule, les conditions ont changé, l'hygrométrie, etc., etc. Donc il faudra les données météo et les capteurs dynamiques. Mais il faut avant tout massifier. Alors massifier, tout à l'heure, on a traité autour de la table des gens de riches. Tout ça, c'est de l'investissement. Et bien évidemment, il faut faire attention à ce que le compromis investissement, rentabilité des machines et application laisse aux agriculteurs la capacité d'évoluer au fur et à mesure des technologies. Et là, on n'a pas forcément gagné. Donc, je vais laisser le point d'interrogation ouvert, mais ce compromis est assez fondamental. Et si vous me permettiez
un petit point un peu politique, ce ne sont pas les subventions qui vont permettre de mettre à jour le parc. On n'y arrivera pas. Aujourd'hui, il y a à peu près 160 milliards de valorisation avec les moteurs, il y en a à peu près le double avec les équipements. On n'est pas du tout à l'échelle de ce qui se fait en termes de subventions et de ce qui pourrait être fait par l'État ou par d'autres organismes pour aider les agriculteurs. Donc ça veut dire qu'il faut que les agriculteurs aient la ressource eux-mêmes pour aller chercher cette technologie et pour la massifier. Alors bien évidemment, on pourrait dire qu'il faut baisser le prix des machines. Malgré tout, je ne vois pas de fournisseurs qui roulent en Rolls aujourd'hui. Donc il y en a qui gagnent bien leur vie. En France, un peu moins bien qu'ailleurs pour différentes raisons. Je clôt le sujet. Si vous voulez le développer, on peut. Mais je crois que ça se passera mardi sur le terrain d'à côté chez Ternet. Mais donc simplement pour faire un résumé, on a encore beaucoup à faire sur la partie technologique en liaison avec le centre de recherche, les centres de recherche, et sur la partie massification pour faire en sorte de faire baisser les chiffres du site que je ne connaissais pas et qui m'ont un peu assis là. Il y aura sûrement des réactions. On va non pas clore le tour de table par notre dernier agriculteur présent qui lui est producteur de maïs. Il l'a dit tout à l'heure, du sud de ouest. Lot-et-Garonne. Lot-et-Garonne. Entre Toulouse et Bordeaux. Voilà, donc le maïs, c'est une culture qui est encore plus sollicitée et qui réagit encore plus par rapport à tous les effets dont on a parlé. Donc, toi, en tant que producteur de maïs, quelle est un peu ta stratégie et en même temps, comment tu réagis déjà à ce que tu as entendu, Claude? Mais par rapport à tout ce que j'ai entendu à l'instant précis, je pense que je fais des croix dans 8 cas sur 10. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on fait. J'étais administrateur de la GPM, administrateur d'Arvalis, et on a la chance inouïe d'avoir le GRCETA des Landes, groupement régional des centres d'études techniques agricoles, qui cumule entre 43 000 et 40 000 hectares dans les sables noirs de la Haute-Lande, du massif forestier. Donc là, on est vraiment à la pointe. Il y a quelques années, on a fait des recherches pour la localisation du bulk. Auparavant, on faisait de la 1448 ou 1846 en localisation au moment du semis. Depuis quelques années, on a testé le bulk, autrement dit NPK et ZEM. Ça se traduit par 20% de diminution de la potasse. Ça se met quand, ça? Au moment du semis. Voilà. Autant dire que la 1448, on le mettait au moment du semis, et la potasse, on l'épandait à plein. Donc là, il y a un bénéfice net, moins 20% de la potasse. Il faut savoir que nous sommes sur des sols filtrants. Donc, une texture de sol qui est filtrante. Donc, des apports, tout à l'heure, on parlait de garde-manger. Moi, je dis le garde-manger. Le garde-manger, on le connaît. Tous les ans, on prend le pH. Tous les 3-4 ans, analyse de sol pour savoir où est-ce qu'on en est. Et on pilote la fertilisation en fonction du potentiel. Si c'est du maïs doux, du maïs grain, du maïs popcorn. Sachant qu'aujourd'hui, avec maïs grain, le potentiel génétique est de 200-220 quintaux, voire plus. Nous, on arrive à avoir des maïs à 170-180 quintaux. Ça veut dire que pour produire du maïs, normalement, il faut 2 unités au quintal. Non, au kilo. Au kilo, voilà, exactement. 200 unités au quintal. Exactement. Sauf que, en fonction du potentiel, eh bien, on ajoute de l'azote en fertigation. Certes, il faut avoir l'irrigation. Le fait de faire de la fertigation, ça permet de moduler et d'apporter l'azote en fonction du potentiel. Si vous avez 100 quintaux, bon, il y aura 200 unités. S'il y a 150 quintaux, eh bien, il va falloir en ajouter. Est-ce que c'est utilisé beaucoup la fertigation pour les producteurs de maïs en pourcentage? Disons qu'on est peu nombreux. Moi, je le fais depuis plus de 40 ans. Okay. Donc il y a une voie de progrès là. Il y a une voie de progrès énorme, mais en principe, dans les sols filtrants, on le pratique. Pour du blé améliorant, c'est 5, 6, voire 7 apports d'azote, en modulation, évidemment. Pour faire de la protéine, ça a été tout à l'heure, si vous voulez faire du blé avec 14, 8, 15 cents de protéines, il faut mettre de l'azote. Là aussi, on utilise de l'ammonitrate plutôt que de l'urée. L'efficience n'est pas la même. Fertigation, c'est 100% d'efficience. On met l'azote au moment où le terrain, le sol est chaud, et le moment où la plante en a besoin. C'est-à-dire 10 jours avant le gonflement. Et là, ça permet d'optimiser au maximum
le rendement, tout en diminuant, si vous voulez, la porte à saute. Donc, on met ce qu'il faut, quand il faut, où il faut. Et ça, c'est hyper important. Autre chose également, quand vous avez une plante qui se développe, qui a un gros développement, eh bien, c'est entre 4 tonnes et demi de racines, c'est entre 7 et 8 tonnes de végétation. Tout ça, c'est de l'humus. Donc, on fait tout par le biais d'Arvalis et surtout du GRCETA, parce que ce sont des sols particuliers, d'optimiser au maximum. Mon père me disait, le premier argent gagné, c'est celui qui n'est pas dépensé. Donc, et la devise de la GPM, c'était le produire plus avec moins. Donc, on y est. Et il y a encore de la marge. Très bien. Je crois que notre mouche du coche a quelque chose qu'il n'a pas compris ou une interrogation. J'ai quelques questions qui remontent via Internet. C'est vrai, merci en tout cas de cette documentation. Une première question, et vous verrez la seconde, c'est finalement, on comprend que la fertilisation est une grande famille parce que c'est la position des engrais dans la fertilisation. On sent que la fertilisation englobe bien plus que les engrais. Et puis un absent peut-être de vos conversations en termes de gestion des voisins, c'est les gestionnaires du sous-sol, c'est nos amis les vers de terre. On se dit, y a-t-il des comptages parce qu'ils font partie finalement de cet écosystème et vous n'en parlez pas. Alors Claude ? Moi, je peux en parler un petit peu. Ça fait quelques années, avec ma coopérative, on fait des sorties vers de terre, qu'on appelle ça. C'est-à-dire que sur un emplacement bien défini, on met de l'eau mélangée avec un peu de moutarde pour pouvoir faire remonter les vers de terre en surface. Et ensuite, on compte le nombre de vers de terre qu'il y a. Et à partir de là, on sait si notre sol est actif ou pas, parce que s'il y a très peu de vers de terre, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de réaction. Et au contraire, s'il y a du monde, c'est très bon, quoi. Ça fonctionne très bien. Alors les vers de terre, c'est vrai, on en parlera indirectement lundi. Je vous conseille, je n'ai pas de pourcentage, je n'ai pas de... Mais ce livre, qui est un livre moderne, qui traite sous la forme d'un roman, l'acteur principal, c'est le vers de terre. Et il n'y a pas beaucoup de conneries de raconter. Après, c'est un roman, donc on en parlera. Et Gaspard Koenig sera lundi, ici, présent, demain, à l'inauguration. Alors... oui, François, tu voulais réagir ? Oui, en fait, en écoutant le tour de table et surtout en écoutant vous deux, les deux personnes qui sont à l'initiative en fait de toute cette réflexion, une petite question provocante, mais que je me pose aussi à moi-même, c'est en fait pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ? Pourquoi on n'y a pas travaillé plus tôt à tout ça ? Parce qu'en fait, c'est le b.a.-ba. Donc on apporte de l'engrais, mais comme disait parfaitement Christian, c'est tout ce qui tourne autour de ce qui se passe dans le sol, et c'est presque l'inverse, c'est ce que dit Christian. Et donc, en fait, ce que je me dis, c'est comment ça se fait qu'on n'y a pas pensé plus tôt, enfin qu'on n'a pas travaillé sur ce dossier-là plus tôt. Il y avait moins de pression déjà, mais bon. Alors, j'ai des éléments de réponse. Il y a sans doute une question de pression, mais en fait, je vais faire le lien avec la question des vers de terre. En fait, on a commencé à se préoccuper des vers de terre avant de s'occuper des microbiotes, parce que simplement, on ne les voit pas. On voit la quantité de microbes dans le sol, en fait, on ne la voit pas du tout. Histoire de donner des grandes masses. Dans une prairie où il y a des vaches qui broutent, en moyenne à l'équilibre, vous avez 1,5 tonnes de vaches, avec un chargement pratiquement 2 UGB à hectare. Donc vous avez 1,5 tonne de biomasse de vaches. Vous avez 4 à 5 tonnes de biomasse en croissance d'herbe. Vous avez 1,5 tonnes de vers de terre, vous avez 5 tonnes de micro-organismes. Voilà. Et en fait, ça veut dire que la plus grosse couche, on ne la connaissait pas. Donc la raison pour laquelle, François, ta question elle est pertinente. Pourquoi on ne s'en est pas préoccupé ? Simplement, on ne savait pas. Maintenant, on sait, et donc on ne peut plus dire « je ne savais pas ». Et donc il faut l'utiliser. Et quand on parlait tout à l'heure, Claude disait on met du zinc ou du sélénium, en fait, c'est simplement qu'en fait, on a découvert que ces trucs-là avaient un effet sans savoir comment ça marche. Et le vrai défi, ça va être de dire, mais quelle est la voie métabolique et la voie... En fait, c'est de l'écologie chimique, cette question-là, et c'est de l'écologie microbienne. Qu'est-ce qui déclenche le fait que quand je mets du sélénium ou du zinc, il y a quelque chose qui change ? C'est pas le sélénium ou le zinc en tant que tel, en fait. Il modifie le fonctionnement de communautés microbiennes. Et la plante, en fait, elle passe son temps à dialoguer avec une communauté microbienne. C'est encore une fois, l'exemple des truffes, en fait. C'est un dialogue. Et que fait la plante ? À un moment donné, elle va héberger, et à d'autres moments, ce qu'elle fait, c'est qu'elle paye. En fait, elle donne du sucre à tous les micro-organismes qui sont autour, qui sinon disparaîtraient. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup dans du sable, en fait. Donc elle paye, et elle paye pour récupérer. C'est un investissement. Et ça, en fait, c'est d'une complexité
tellement gigantesque qu'en fait, on débute. Mais en fait, l'humain a ceci de particulier, c'est qu'il est orgueilleux et présomptueux. Et moi le premier. On était persuadé qu'on connaissait tout. Et en fait, les micro-organismes, c'est la forme la plus ancienne du vivant, 1,5 milliard d'années. Globalement, c'est une capacité à encaisser qui est infiniment plus grande, avec énormément de redondance, là où nous, l'agriculture, elle a 2 siècles, en gros, dans la forme qu'on connaît aujourd'hui. Eh ben, on connaît rien, en fait, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut financer la recherche publique et la recherche production de connaissances. Non, si je rigole, je fais un clin d'œil. C'est bien d'avoir Christian à la table, ça remet un petit peu les choses en place, les chiffres. Il faut toujours mettre l'église au milieu du village. Voilà, tout à fait. Delphine, tu voudrais réagir? Non, mais je pense qu'il est extrêmement intéressant dans notre discussion, c'est qu'on voit qu'on a tous, on est déjà dans cette approche. Et ça, il faut le redire. Et cette approche globale, on a la grande famille de la fertilisation, on a les voisins, nos amis microbiotes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des leviers d'action. Et ça, c'est le message qu'on l'a tous partagé, c'est-à-dire qu'on a des leviers d'action, on a des solutions. On a des axes de recherche, hein, je plaisante qu'à moitié, mais des collaborations importantes entre nos adhérents, bien sûr, et la recherche publique. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est vraiment sortir de ces silos à tous les niveaux. Et ça va... Alors là, on est une filière dynamique en France. On a cette chance où les innovations, les leviers d'action peuvent être intégrés rapidement. Mais il nous faut aussi un déclic plus haut. On va parler prochainement d'un paragraphe. Hein. On a un gouvernement qui veut renforcer notre souveraineté nationale engrais. Oui, essayons de sortir justement de ce clivage qu'on retrouve encore chez certaines personnes. Et merci encore à Gris Demain, parce que c'est un sujet qui intéresse à la fois nos éleveurs, nos agriculteurs, nos consommateurs finaux. Et justement, tous ces enjeux, la décarbonation, on a aujourd'hui des leviers d'action pour décarboner les engrais. On a des leviers d'action pour le mieux d'engrais, pour travailler justement sur les microbiotes avec toute cette nouvelle génération de biostimulants. C'est accélérons cette intégration et faisons en sorte que le consommateur, et c'est le rôle du Salon de l'agriculture et de tout le travail des agriculteurs, d'expliquer que oui, une plante doit être nourrie, doit être bien nourrie, mieux nourrie, et qu'on a ces leviers. Mais faisons que la France reste une force pour justement faire ce mouvement de toutes nos agricultures. Mais justement, moi, à vous entendre, j'ai l'impression que si vous restez entre vous, c'est-à-dire la filière, ça ne suffira pas. Donc, est-ce qu'il ne faut pas proposer, il y a Ecofito qui existe, qui est quand même quelque chose où il y a eu l'ensemble, même si ça ne marche pas, où il y a eu un certain nombre, enfin ça ne marche pas, bon, on ne va pas aborder le débat, mais disons que c'est relancé quand même depuis plusieurs années. Est-ce qu'il ne faut pas avoir je ne sais pas, mais que voilà, un écoferti avec les machinismes qui soient dans le groupe. Je veux dire, c'est très intéressant que vous prépariez une stratégie pour votre Assemblée Générale, mais est-ce qu'il ne faut pas ouvrir encore plus et casser à nouveau les silos? Exactement, et c'est justement cette approche que les équipes de l'UNIFA sont en train de mettre en place. Alors nous, on ne parle pas d'éco-ferti, mais de ferti-synergie, il faut qu'on trouve le terme, mais voilà, l'objectif, c'est on a débuté ce travail avec les associations spécialisées d'agriculteurs pour voir justement jusqu'où intégrer ces leviers d'action. Mais le travail est en marche. On a déjà fait un premier point d'étape l'année dernière à notre Assemblée Générale. On refait un deuxième point d'étape et on espère justement créer le mouvement. On va travailler on travaille avec l'INRAE. On a des adhérents à l'UNIFA qui ont des partenariats avec les organisations universitaires également. Et c'est toute cette force de la recherche et de l'innovation qui sont entre les mains de nos industriels qui, je pense, vont accélérer cette approche et j'espère vraiment que la France sera encore une fois leader sur d'autres pays européens pour cette approche de la fertilisation associée. Oui, tout à fait. Walid, je crois que tu voulais réagir. C'était juste, ça rejoint les deux. La provocation, François, on en a besoin pour qu'on se recrée aujourd'hui. Alors soit on se dit non, c'est des provocateurs et on les traite de tous les noms d'oiseaux, et soit on le prend comme une chance. Soit on est dans le déni, et soit on essaie de se prendre la provocation comme une chance de l'ensemble des acteurs autour de la filière. Et je me rappelle, je suis venu en 97, j'étais tout jeune, revenu de l'INRA,
domaine des poisses, avec un chercheur qui m'a parlé des petites bébêtes qui croquent le phosphore. J'ai raconté ça à mes patrons, qui étaient des ingénieurs agronomes formés dans les années 50. Ils ont souri, ils ont rigolé. Et donc on était un peu dans ce déni, qui est lié au traité de Rome, probablement, parce que ce qu'on voulait éviter à tout prix à l'époque, c'était une troisième guerre européenne. Et donc il fallait produire. On a été probablement aveuglés par la science, au détriment d'une meilleure connaissance des sciences du vivant. Et aujourd'hui, toutes les questions ne sont pas provocatrices. Et si on le prend, non pas dans le déni, mais qu'on le prend comme une chance de pouvoir évoluer, ben on va pouvoir tous ensemble trouver des solutions beaucoup plus rapidement que si on le fait chacun dans son coin. Bon, et par rapport à, sans rentrer dans la politique, mais cette prise de conscience qui a l'air d'être au plus haut niveau, je ne sais pas exactement ce qu'a dit le président hier, toute la mobilisation de tous les acteurs, est-ce que vous sentez qu'il y a un moment justement qui peut se cristalliser, ça, pour faire cette proposition au gouvernement en leur disant, justement, on a quelque chose à proposer et il faut élargir le spectre des acteurs avec une stratégie qui est celle d'associer le plus d'acteurs pour avancer sur ce domaine-là? Alors, on a, je vais essayer de trouver le bon mot, on a une oreille attentive, en effet. Et je pense que c'est le moment plus que jamais de faire ces propositions. Et on a Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher qui a été... Qui arrive dans l'agriculture, mais qui connaît bien notre industrie, qui connaît bien nos acteurs. Et on sent qu'elle a vraiment une oreille attentive. Et c'est vraiment une de ses ambitions de pouvoir faire décloisonner les filières et intégrer cette approche, justement, comme de véritables leviers pour accélérer cette transition. Parce qu'ils ont bien compris que nos adhérents ont des leviers d'action pour accélérer cette transition vers le mieux d'engrais. Et Claude ne l'a pas dit, mais depuis qu'il est au salon, il nous parle de l'agriculture régénérative. Et je pense que c'est un des leviers qu'il aimerait utiliser pour cela. Alors, il va falloir jouer du micro, mais on va peut-être demander à nos voisins d'en face de baisser un petit peu. Si, ça. Pardon, vas-y. Oui, alors effectivement, Delphine a raison. Cette agriculture régénérative, bon, mais on la pratique et le cap, il est devant nous, et de l'élargir au maximum. On fait, je viens de le dire tout à l'heure, on fait de l'apport d'oligo-éléments sur les maïs, quels qu'ils soient, sur du petit pois, sur du haricot vert, zinc, cuivre, manganèse. C'est répondre à la plante de son tel a besoin. Alors on fait également de la détection approche infrarouge. Et c'est fabuleux. On fait ça depuis 90. Ça fait 34 ans qu'on fait ça, en Lot-et-Garonne. Comme le suivi de l'irrigation. On a commencé en 83 avec la CMG en Lot-et-Garonne. Là, on met l'eau qu'il faut, quand il faut, où il faut. Tout ça, c'est des économies. C'est... Comme on le dit souvent, c'est le produire plus avec mieux. Et on y arrive. Mais malheureusement, je dis que malheureusement, ce n'est pas assez divulgué. On a des instituts de recherche, donc il faut de la communication. Et la pédagogie, on sait faire aussi. Mais je pense qu'il manque de personnes pour vulgariser encore plus. Le problème on n'a pas attendu Stéphane Le Foll pour faire de l'agroécologie, pour mettre des engrais verts en place. Nous, on fait des couverts végétaux à base de féverol. Mais un couvert de féverol, c'est 30 à 40% d'unité, à moins à apporter. Oui. C'est à la portée de n'importe qui. Il faut le faire savoir. Alors, Laurent, sur le machinisme, tu voulais réagir. Alors, parce qu'il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé autour de la table, qui est le mot numérique. Et les données numériques qui sont aujourd'hui disponibles, soit sur les machines, soit sur d'autres éléments, il va falloir absolument qu'on arrive à les combiner dans des bases de données qui font qu'on est capable de les analyser. Et aujourd'hui, on voit bien que si les données existent partiellement ou totalement, elles ne sont pas partagées. Et la seule façon qu'on aura demain de partager notre savoir, c'est de capitaliser ce savoir dans les bases de données et de les attaquer, soit pour faire des OAD, soit pour les analyser et faire en sorte d'être capable de les corriger. Mais là, il y a un challenge vraiment important. Alors, la réglementation est en train d'arriver au niveau de l'Europe, mais il va vraiment falloir qu'on ait un effort global. Alors, si
j'avais eu le plaisir de croiser le président hier, mon message aurait été juste celui-là. C'est qu'il faut mettre la recherche, l'industrie, les agriculteurs et l'administration autour de la table pour faire en sorte, oui, et l'administration, parce que ce sont quand même eux qui dirigent d'une certaine façon, pour faire en sorte que ces actions-là soient coordonnées. Et aujourd'hui, je me rends compte en participant à un certain nombre de débats que la plupart du temps, ces actions sont ponctuelles, elles sont sporadiques. Et il n'y a pas cette organisation qui fait qu'à un moment donné, on est capable de le faire tous ensemble. Alors, il y a des sujets qui sont en train de se lever, comme la décarbonation, mais ça serait bien qu'on aille un peu plus vite sur l'autre sujet. Mais je crois que dans 3 semaines, il y a les syndicats qui sont reçus. Ça te donne 3 semaines pour influer un petit peu sur les uns et les autres qui seront présents à cette réunion. Là, pour le coup, je jette la polémique. Le machinisme, aujourd'hui, n'est pas invité à la table des discussions. Il te reste 3 semaines pour faire pression. Oui, on va Laurent, essayer. je te connais, tu es capable. Christian. Oui, je vais devoir vous quitter, mais deux points pour finir, de mon point de vue. Je pense qu'il y a 2 enjeux par rapport à ce qui a été échangé là. Le premier que Claude a introduit, c'est comment on forme. Et d'une certaine façon, si l'administration a du mal à percevoir, c'est parce qu'elle n'a pas les bases. Donc la question, elle est comment on arrive à avoir une rupture sur la formation. Et la formation, c'est accepter que le vivant est plus complexe que ce qu'on fait. Et aussi que tout le monde accepte l'idée qu'il n'y a pas d'opposition entre nourrir et préserver l'environnement. Et c'est une de mes craintes, ça va être mon quart d'heure politique, c'est une de mes craintes en déclarant l'agriculture intérêt général majeur. Ça consiste à dire on va produire, le reste verra après. Et bien en fait c'est un peu idiot, c'est pas une insulte du tout, mais en fait pour produire plus demain, il va falloir plus d'environnement. Voilà. Le garant de notre capacité à agir de demain, c'est le milieu naturel. Et le deuxième point, c'est si on se projette en 2040, on aura un joueur supplémentaire en 2040, c'est le changement climatique. Il est galopant, même si aujourd'hui dehors il fait frais, mais la météo n'a rien à voir avec le changement climatique, elle ne dit rien là-dessus. Il est galopant et il faut que nos systèmes de production d'aujourd'hui soient adaptés à cette configuration-là et répondent à l'objectif de neutralité carbone. Tu parlais de décarbonation tout à l'heure. Il faut qu'on tende vers la neutralité carbone et l'agriculture est sans doute le secteur qui émet le plus par rapport à l'euro de PIB. Voilà, c'est comme ça. Et donc, on a une capacité à jouer là-dessus, la décarbonation des engrais, la décarbonation des machines. Ça, c'est le premier point. C'est le deuxième, c'est que c'est le plus impacté par le changement climatique. Les aléas sont énormes, et donc on ne sait pas gérer ça. Et le troisième, c'est que c'est le plus grand levier d'action que l'on a pour compenser. Et bien, en fait, il faut sortir de cette logique d'opposition et de dire que la transition, c'est ça qui est d'un intérêt général majeur. Voilà, c'est ce que je vais vous dire, et je suis obligé de vous abandonner pour aller faire autre chose. Merci. 2 petits points après la conclusion à la présidente. Je voulais ajouter, notre credo en tant qu'agriculteur, c'est une agriculture économiquement viable, socialement responsable et écologiquement respectueuse. Alors, je vais demander à Delphine de conclure, mais je pense que ce que Christian a dit, moi ça me rappelle quand même, quand je travaillais à l'agriculture raisonnée, l'agriculture écologiquement intensive. Bon, je crois que ça a été dit, maintenant il faut la mettre en place, mais en tout cas, il faut vraiment dire ce qu'a dit Christian, je pense, c'est-à-dire que l'intensité sur l'environnement n'est pas contraire à produire plus. Donc Delphine, tu as un beau challenge devant toi, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Non, je pense qu'on est vraiment d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, on a des leviers d'action à la fois pour soutenir notre souveraineté alimentaire et pour accélérer cette période de transition, parce que nous avons déjà démarré tous ces leviers pour réduire nos impacts sur l'environnement. À savoir maintenant comment on réduit cette phase de transition jusqu'à la décarbonation totale de nos activités, jusqu'à un retour, en tout cas plutôt un développement important de l'agriculture régénérative. Et je pense qu'il suffirait de vraiment pas grand-chose. On travaille, on a des solutions. Il nous faut juste un cap. Et je pense que ce qui nous manque dans toutes les discussions qu'on a les uns les autres au Salon de l'Agriculture, c'est ce cap de l'agriculture française, parce que ce soit le machinisme, ils sont prêts à suivre ce cap. Nous sommes prêts à répondre à ces enjeux, à ce cap. Il faut juste qu'on ait de la visibilité. C'est-à-dire que nos sites, nous avons des producteurs, nous avons des entrepreneurs, nous avons des industriels qui n'ont pas la capacité de répondre à chaque nouvelle loi d'orientation agricole tous les 2 ans.
Donc donnons-nous un cap commun et conservons cette approche transversale pour utiliser tous nos leviers de solutions et d'actions que nous développons les uns et les autres. Voilà, si je veux résumer. Merci à tous.